Merci à toutes et à tous de vous être déplacés ou de vous être connectés pour le. Voilà, ce sont nos troisièmes réunions Posta-SH, je pense. Il me semble, hein, troisième. On va commencer par les leucémies aiguës myéloblastiques. Le professeur Bertoli va donc nous présenter ses 3 abstracts préférés de l'ASH sur le thème des LAM. Merci Sarah. Merci Loïc, bonsoir à tous. Donc pour les leucémies aiguës, j'ai choisi 3 thèmes. Je vais vous parler de l'essai qui est passé en plénière à l'ASH, donc l'essai paradigme 2. Ensuite, je vais parler de chimiothérapie intensive chez les sujets jeunes et donc des abstracts qui ont été présentés au sujet du protocole BIG 1. Et enfin, quelques mots sur les inhibiteurs de ménine et les nouveautés. Donc, chimiothérapie intensive hors note intensive, c'était la question qu'a posée cet essai américain, Paradigme, qui était présenté par Amir Fathi en plénière. C'était le seul abstract en plénière de LAM. Donc, un essai académique qui a réuni plusieurs centres américains, vous voyez, côte ouest, côte est, et qui a posé une question que tout le monde se pose, en tout cas que les Américains se posent, c'est-à-dire qui fait mieux entre la chimiothérapie intensive et le traitement par azastine venetoclax. C'est une question assez courageuse et qui a fait pas mal de buzz. Vous allez voir, c'était une présentation qui était assez à charge contre la chimiothérapie intensive. En introduction, il avait mis toutes sortes de photos de mucites horribles, de toxidermie, etc. Donc voilà, on sent bien que les Américains n'ont plus très envie de faire de chimiothérapie intensive. Donc dans cet essai, ont été inclus des patients adultes âgés de plus de 18 ans qui étaient donc en première ligne, qui étaient éligibles pour la chimiothérapie intensive, et ils excluaient les LM3, les LM-CBF, les LM avec mutation de FLT3, les LM avec mutation de NPM1 s'ils étaient âgés de moins de 60 ans, parce qu'eux bénéficient vraiment très franchement de la chimiothérapie intensive, et donc les LM BCR-ABL et les LM de phénotype mixte. Donc ils étaient randomisés soit entre de la chimiothérapie intensive qui pouvait être un 3+7 ou du CPX 351, soit donc randomisés contre de l'azastine venetoclax. Donc on voit sur ce design, par exemple, que avec la chimiothérapie intensive, ils étaient évalués très rapidement entre J13 et J16, ce qui fait certainement présager d'un certain nombre d'échecs, puisqu'on sait que 25% des patients, en tout cas chez les sujets jeunes qu'on évalue à J15, restent blastiques. Et ensuite, ils pouvaient avoir des consolidations et une greffe, quel que soit le bras de randomisation. Donc voici les caractéristiques des patients. Donc un âge médian qui était de 64 ans, quelques sujets jeunes. La moitié avait moins de 65 ans. Ce qu'on peut observer si on regarde un petit peu finement les caractéristiques moléculaires, c'est que quand même, dans le bras azaven, il y avait plus de NPM1, plus d'IDH, notamment l'IDH2, c'est quand même les patients qui bénéficient le plus du traitement par azaven. Mais il y avait aussi plus de TP53 et plus de Runixin dans le bras chimiothérapie intensive, donc pas tout à fait bien balancé. Le critère principal, c'était l'event-free survival. C'était un critère un petit peu nouveau parce qu'il était composite. C'est pas l'EFS qu'on a l'habitude de voir avec les critères de l'ELN, puisque dans les événements, ils avaient rajouté par exemple le fait de partir en soins palliatifs. C'est pas un événement très classique dans l'EFS. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'EFS est très en faveur du traitement par azaven, 14,6 mois versus 6,15 mois en médiane, avec donc l'effet de l'azaven qui est maintenu en analyse multivariée. Vous voyez que cette courbe de EFS, la bleue, la courbe de chimio, elle est très particulière. Il y a des événements qui sont vraiment très précoces dans les premières semaines. Voilà, un critère de EFS peut-être un petit peu particulier. En termes de survie globale, pas de différence significative entre azaven et chimiothérapie intensive. Ce qui était rapporté aussi, c'est le taux de réponse complète. On voit que le taux de réponse complète était supérieur dans cette étude avec le traitement par azaven par rapport à la chimio, notamment les taux de RC et de RCI. Le taux de transplantation était supérieur aussi dans le bras azaven, donc ils arrivaient plus facilement à greffer des patients après azaven. C'est possible que les patients arrivent moins abîmés à la greffe après azaven qu'après chimiothérapie intensive. Et ce qui était aussi un petit peu troublant, c'est que lorsque les patients rechutaient ou étaient réfractaires, il pouvait en fait y avoir un crossover. C'est-à-dire que les patients qui avaient reçu la chimiothérapie intensive, ceux qui rechutaient, avaient dans 2/3 des cas reçu un traitement par azaven. Et inversement, ceux qui étaient dans le bras azaven recevaient ensuite la chimio dans 47% des cas. Donc ça brouille vraiment beaucoup les résultats, notamment en termes de survie globale.
Donc c'est très difficile de tirer des conclusions vraiment solides de cet essai clinique et d'y voir clair. Moi, mon sentiment, c'est qu'on ne peut pas vraiment conclure avec cet essai. Alors, je vous présente très rapidement les données de notre base de données toulousaine. J'ai essayé de regarder quel est le devenir de nos patients qui ont exactement les mêmes critères d'inclusion que cet essai avec la chimiothérapie intensive, parce que vraiment le bras chimiothérapie intensive paraît un petit peu faible en termes de RC, en termes de survie. Et effectivement, chez nos patients traités par chimiothérapie intensive entre 2015 et 2024, on a un taux de RC qui est nettement supérieur, il est de 71%. Versus 53% dans l'essai paradigme, et même il augmente à 84% si on prend les RC en 2 cycles. Et vous voyez que le taux de survie global est nettement meilleur, 27 mois versus 18 mois, et le FS est à 14 mois versus 6 mois. Donc probablement un bras chimio qui est un petit peu faible aussi dans cet essai. Voilà, donc ça a fait beaucoup parler. Je ne crois pas que ça réponde à la question est-ce que c'est mieux de faire azaven ou chimio chez les sujets non unfit, mais voilà, ça apporte de l'eau au moulin, on va dire, à cette discussion. Deuxième thème, la chimiothérapie intensive en France chez les sujets jeunes. On va continuer à parler de chimio intensive avec les résultats du protocole BIG 1, qui a été présenté donc par Christian Richer à 2 reprises, puisqu'il y a eu les résultats de la première randomisation de cet essai, qui randomisait en induction soit la donorubicine, soit l'idarubicine, donc 90 mg/2 3 jours pour la donorubicine et 9 mg/2 5 jours pour l'idarubicine. Et on a aussi eu les résultats d'une autre randomisation qui se situe au moment de la consolidation, avec une randomisation cytarabine à forte dose versus cytarabine à forte dose plus dexaméthasone. Donc première randomisation, quelle anthracycline utiliser au moment de l'induction? On voit qu'en termes de survie globale, avec un suivi qui est très long de 6 ans, avec 1500 patients qui ont été inclus, on a des résultats qui sont strictement superposables à court et à long terme en termes de survie globale. Vous voyez que chez ces patients, la survie globale à 6 ans est de 50%, un tout petit peu moins à 9 ans. Donc c'est les résultats chez nos sujets jeunes actuellement. En fonction de l'ELN 2022, voici également les résultats. Vous voyez que les favorables ont 74% de survie à 5 ans, 59% pour les intermédiaires, 38% pour les défavorables. Et en fonction du type de mutation aussi, on a ces résultats. Ceux qui vont le mieux, c'est les mutés CEBP-alpha BZIP, 73% de survie. Et ceux qui vont le moins bien, bien sûr, c'est les réarrangements de KMT2A et les mutations de TP53. Donc, comment choisir le type d'anthracycline? Finalement, on va regarder la toxicité, puisque avec la donorubicine, on observait moins de durée d'aplasie, moins d'antibiotiques, moins de transfusions, moins d'infections. Donc, finalement, c'est cette anthracycline qui est choisie pour la suite des essais, notamment le futur essai BIG2. La deuxième randomisation qui était présentée, c'était donc la R4 en consolidation pour les patients en RC de risque favorable ou intermédiaire, randomisation entre cytarabine à forte dose ou cytarabine forte dose plus dexaméthasone. Donc 220 patients qui ont été randomisés, environ 110 en chaque bras. Et là aussi, le critère principal qui était la RFS était totalement superposable, avec une RFS à 5 ans qui était de 46% versus 39%. Pareil pour l'incidence de rechute et la survie globale, des résultats qui sont similaires dans les 2 bras. Et ce qu'on observait là aussi, c'est une différence en termes de tolérance, puisque les patients qui avaient reçu la dexaméthasone avaient là aussi moins de durée d'aplasie, moins de transfusion et aussi et moins de transfusion, voilà, pardon, moins de durée d'aplasie et de plaquettes basses. Donc, au final, qu'est-ce qu'on va retenir comme traitement standard chez les sujets jeunes? C'est l'induction avec la donorubicine 90 mg/2 3 jours, avec les consolidations qu'on va utiliser de type IDAC, avec le schéma condensé 1, 2, 3. Ça, c'est les résultats de la deuxième randomisation qui avait été présentée il y a 2 ans à l'ASH. Et on va y rajouter la dexaméthasone, puisque ça améliore la tolérance de la chimiothérapie. Bien sûr, vous savez qu'on peut associer aussi des inhibiteurs de FLT3 lorsque la mutation est présente. Pour finir, quoi de neuf avec les inhibiteurs de ménine? On a eu des actualisations des résultats avec l'enzoménib en monothérapie. C'est un des petits derniers inhibiteurs de ménine qu'on avait découvert l'année dernière au congrès 2024. Ici, en monothérapie dans des leucémies aiguës en rejeté réfractaire. NPM1 muté ou avec réarrangement de KMT2A, c'est les 2 principaux sous-groupes où fonctionnent les inhibiteurs de ménine. Et on voit que les résultats sont excellents en termes de réponse, puisqu'on a 73% de réponse globale dans les KMT2A et à peu près 60% de réponse avec les NPM1.
ce qui se traduit en une survie globale qui est tout à fait intéressante. 12 mois de médiane avec les KMT2A et 9 mois avec les NPM1. C'est meilleur que ce qu'on voit habituellement avec les autres inhibiteurs de ménine, où là on plafonne plutôt entre 4 et 6 mois. Donc des résultats qui sont très encourageants pour l'enzoménib. Et bien sûr, on sera très intéressé d'avoir les résultats en première ligne et notamment en combinaison avec Azaven par exemple. Et on est en cours de discussion pour avoir l'enzoménib ici à l'Oncopole, j'espère dans les prochains mois. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que chez ces patients, dans cette étude, il y avait déjà des patients exposés aux inhibiteurs de ménine. C'est un petit peu nouveau, puisqu'on arrive alors qu'il y a déjà des traitements un peu plus avancés. Dernier abstract, le traitement par azacitidine venetoclax avec le ziftoménib. C'est un inhibiteur de ménine qu'on connaît un petit peu mieux. Ce n'est pas celui qu'on a à l'Oncopole, puisque c'est le bleximénib qu'on utilise beaucoup. Mais ici, on a les résultats donc, en première ligne dans les LM-NPM1, azaven ziftoménib, avec des résultats qui sont vraiment spectaculaires, puisqu'on a 73% de réponses complètes, 86% de réponses composites et 90% de réponses globales. C'est ce qu'on voit globalement avec azaven et inhibiteur de ménine, avec un taux de MRD négatif à 10-4 qui est significatif. Donc les perspectives avec l'inhibiteur de ménine en 2026, c'est également un autre petit nouveau qui s'appelle le zéfaménib qui va entrer en phase 2. L'enzoménib, on en a parlé. Et puis surtout, ce qui va être très intéressant, c'est les phases 3, azaven placebo versus azaven inhibiteur de ménine. On participe, nous, donc, au développement du bleximénib avec l'essai CAMLOT 2, mais il y a les autres revuménib et ziftoménib qui font aussi ce type de comparaison. Il y a les associations avec la chimio, et on a aussi eu quelques résultats des associations avec les inhibiteurs de FLT3 qui commencent à arriver, et aussi les résultats dans les rechutes moléculaires avec le revuménib. Donc plein de choses intéressantes à venir. Merci beaucoup, Sarah. Pile dans les temps. Parfait. Il y a une question de la salle avant que le docteur Protin n'intervienne. Non? Parfait. Encore merci, c'était très très clair. Donc, le docteur Protin va nous parler maintenant de ses choix concernant les lymphomes avec un S. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors bonsoir à tous. Donc je vais vous présenter trois topos sur trois thématiques de lymphome. Donc une première présentation sur le lymphome B diffus à grandes cellules cérébrales primitif avec l'essai LOCK-R01. Une deuxième présentation sur le lymphome folliculaire en rechute avec l'essai EPCOR-FL1. Et une troisième présentation sur le lymphome du manteau avec une actualisation de l'étude ECHO. Donc, le premier abstract, c'était le résultat de cette étude du groupe français des lymphomes oculo-cérébraux, présenté par Carole Soussin, qui évaluait l'adjonction de manière randomisée du lénalidomide ou de l'ibrutinib au protocole RMPV pour les lymphomes B diffus à grandes cellules primitifs du système nerveux central. Donc, le design de l'étude, c'était donc l'adjonction soit du lénalidomide 15 mg par jour de J1 à J21 ou l'ibrutinib 560 mg par jour quasiment en continu parce qu'il était stoppé quand même pendant les 3 jours d'administration et d'élimination du méthotrexate. Ce traitement, donc l'un ou l'autre, était ajouté donc de manière randomisée aux 4 cycles de RMVP. Et le critère d'évaluation principal, c'était le taux de réponse complète ou de UCR, c'est-à-dire de réponse quasi complète, c'est-à-dire quand il reste sur l'IRM un hypersignal inférieur à 3 mm. On a 92 patients qui ont été inclus dans 20 centres entre 2022 et 2024. Concernant les données d'efficacité, on observe des taux dans les deux groupes de réponse globale très élevés. On a 91% dans le bras lénalidomide et 96% dans le bras ibrutinib. Et un taux de réponse complète qui est lui aussi excellent, avec 86% de réponse complète dans le bras lénalidomide et 82% dans le bras ibrutinib. Et une donnée intéressante parce que
c'est vrai que c'est un problème majeur dans cette maladie, c'est qu'on on peut obtenir des taux de réponse globale, mais le problème, c'est la suite, c'est qu'on a, dans les données jusqu'à présent, quasiment moins d'un patient sur deux qui peut arriver à l'autogreffe. Et là, dans cet essai, on a 77 patients dans le bras lénalidomide qui a bénéficié d'une autogreffe et 87% dans le bras ibrutinib. Concernant les données de survie, on a un follow-up encore un petit peu court, d'un peu moins de 2 ans, mais on a de très bons résultats sur la PFS à 18 mois, qui paraît légèrement meilleur avec l'ibrutinib. Par contre, en termes de survie globale, on est autour de 90% dans les 2 bras. Concernant la toxicité de cet ajout de thérapie ciblée, on a, comme attendu avec le lénalidomide, un peu plus de toxicité hématologique, donc neutropénie. On a également avec le lénalidomide, et c'est à noter quand même, 2 cas de toxicité cutanée de grade 4, dont un syndrome de Steven-Johnson, et 3 cas d'événements thromboemboliques. Concernant les cytolyses hépatiques, on a à peu près entre 30 et 40% de cytolyses hépatiques dans les 2 groupes. Après, c'est difficile de juger si l'imputabilité de cette toxicité hépatique, elle est due à l'ajout du lénalidomide ou de l'ibrutinib ou au traitement par méthotrexate, dont on sait qu'il est à lui seul très pourvoyeur de toxicité hépatique. Il y a eu des adaptations de doses, il y avait des ABAC d'adaptation dans les 2 bras. Alors effectivement, il y a plus d'un patient sur 2 qui a eu des baisses de doses, soit de lénalidomide, soit d'ibrutinib. Et c'est vrai que ça peut aussi être discuté parce que les adaptations de doses du médicament liées aux cytolyses hépatiques, c'est vrai qu'on suivait les ABAC, mais peut-être que de nous-mêmes, on aurait plutôt imputé le méthotrexate. Par contre, les baisses de dose de méthotrexate sont équivalentes dans les 2 groupes. Donc cette étude nous a montré la faisabilité de l'adjonction de Revlimid ou d'ibrutinib dans ce schéma RMPV. Ça n'a pas montré d'impact sur l'exposition au méthotrexate. On peut regretter mais après c'est peut-être juste que les données n'ont pas encore été présentées, mais on n'a pas eu d'informations sur la toxicité rénale du médicament, qui est quand même un paramètre important. Ce qu'on a pu observer, c'est des taux élevés de réponse complète, quasiment un peu plus de 80%, et également des taux élevés de patients pouvant bénéficier d'une autogreffe, donc 77% dans le groupe Revlimid et 87% dans le groupe ibrutinib. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur le lymphome B diffus à grande cellule. Sur le lymphome folliculaire, je vais vous parler de l'étude EPCOR-FL1, auquel nous avons participé, qui a été présentée par le docteur Falchi. Cette étude concernait les lymphomes folliculaires en rechute et évaluait de manière randomisée l'ajout de l'epcoritamab, donc un anticorps bispécifique, au schéma rituximab-lénalidomide. C'était donc adressé aux lymphomes en rechute, mais qui pouvaient être en première rechute ou en deuxième, voire troisième rechute. Il n'y avait pas de distinguo. Donc, on avait un mélange dans la population de patients en deuxième ligne POD24 ou de patients en troisième ligne et plus. Donc, une étude à durée fixe, on avait 12 cycles de traitement, un schéma R lénalidomide standard et l'epcoritamab qui était ajouté avec l'escalade de dose initiale qu'on connaît du médicament. Concernant les caractéristiques démographiques de la population, elles étaient similaires entre les 2 groupes. On peut souligner qu'il y avait à peu près 80% de stades étendus, stade 3 et stade 4. On avait 40% des patients qui avaient un score FLIPI supérieur ou égal à 3. Et on avait 20% de patients qui étaient bulky. Sur l'historique des traitements, la majorité des patients, 2/3 des patients, étaient en deuxième ligne. On pouvait observer, donc tous les patients étaient déjà exposés aux anticorps anti-CD20. On avait 40% de patients POD24 et 40% de patients qui étaient réfractaires aux anti-CD20.
Sur les données d'efficacité, on observe des taux très élevés de réponse globale. On a 95% de réponse globale dans le bras epcoritamab contre 79% dans le bras R2. Et concernant les réponses complètes, 83% dans le bras epcoritamab et 50% dans le bras R2. Sur les données de survie, on note un net bénéfice en PFS dans le bras avec l'epcoritamab. On a une PFS médiane à 16 mois de 85,5% contre 40%. Et concernant la survie globale, alors que le suivi est quand même assez court, on note déjà un gain d'OS, donc des résultats plutôt prometteurs et des résultats prometteurs aussi dans le temps jusqu'au prochain traitement, puisque dans cette étude, quasiment aucun patient du bras epcoritamab n'est retraité, alors qu'un tiers des patients dans le bras R2 a été retraité. Sur la toxicité, comme attendu, plus d'événements dans le bras epcoritamab, notamment sur le plan infectieux. On avait près de 80% d'infections et 33% d'infections de grade supérieur ou égal à 3 et plus de neutropénie. Néanmoins, c'était des effets secondaires manageables et on n'a pas eu de décès toxiques dans cette étude. Les CRS étaient attendus et survenaient lors de l'administration de la pleine dose du médicament. Donc en général, à la 3e administration, il n'y avait pas de CRS de grade 3 ou plus. Et ils étaient tous également manageables avec les drogues qu'on connaît, cortisone ou tocilizumab. Donc, en conclusion, pour ce schéma epcoritamab R2, on a des résultats très élevés de réponse complète et de réponse globale et de réponse complète. Un bénéfice net en PFS dans ce groupe epcoritamab et déjà un gain d'OS malgré un suivi court et un profil de toxicité classique et manageable avec l'ajout de cet anticorps bispécifique. J'ai plus le temps. Merci beaucoup. Et oui, c'est pour ça que je te mets la pression. Pour ceux qui aiment l'info cellule du manteau, vous pouvez aller la voir, mais demain matin. Donc, le docteur Granel est spécialiste myélome. Il va nous parler de ses coups de cœur de la SH. Merci, Miguel. Merci, Loïc. Alors, bon, en fait, moi, je vais parler de comment on peut combiner les anticorps spécifiques anti-BCMA et quand est-ce qu'on peut le donner dans le myélome. Et la première question que se posait dans le H, c'est est-ce qu'on peut le donner avec les daratumumab chez les patients en rechute. Et bon, c'est cette étude, phase 3, N à 3 lignes précédentes, et notamment comme critère d'exclusion, les patients qui sont réfractaires soit à anti-BCMA, soit anti-CD38. Alors, d'accord, d'accord. Alors, c'était une randomisation N à N, d'accord, TEC-DARA, ou le standard of care, que c'est DARA-POMDEX ou DARA-BLKD-DEX. Alors, les TEC, ça sera pareil dans toutes les études, il y a une première partie d'augmentation des doses, step-up, qu'on dit, pendant la première semaine, après un cycle ou très peu de cycles avec le traitement hebdomadaire, rapidement passe à tous les 15 jours et après quelques cycles, on passe à une fois par mois. D'accord. Alors, là, c'est l'endpoint principal, c'était la PFS, survie en progression, et on voit clairement que la PFS est en faveur de la combinaison de daratumumab et teclistamab. Et il y a aussi une amélioration de la survie globale. 83% à 3 ans, que ce sont des données très, très intéressantes chez les patients avec myélome réfractaire. Alors,
Alors, dans cette étude, il y a une particularité. Pendant les 3 premiers mois, il y a eu un bénéfice, une survie globale dans le groupe contrôle. Et ça, c'était surtout parce qu'il y a eu 12 patients qui ont décédé dans le groupe de teclistamab daratumumab. Et surtout, c'était des patients qui ne faisaient pas de supplémentation par immunoglobuline. Une fois on a implémenté les immunoglobulines, cette différence a diminué. D'accord, mais c'est quelque chose à avoir en tête, qu'avec ce traitement, on doit faire supplémentation par immunoglobuline. Alors, un peu la conclusion de tout ça, c'est que teclistamab daratumumab, c'est un très bon traitement, ça deviendra un nouveau standard of care, mais la mauvaise nouvelle, c'est que la plupart des patients qui rechutent actuellement sont des patients qui sont réfractaires à daratumumab, surtout les patients âgés qui font daralindex en première ligne à très long terme. Ils ne pourront pas bénéficier de ce traitement. Alors, après, on a étudié la combinaison de teclistamab et daratumumab chez les patients âgés de plus de 65 ans, d'accord, dans une étude de phase 2 du groupe français, d'accord. C'est la cohorte A, d'accord, que combinait teclistamab et daratumumab. Et l'objectif principal était le taux de très bonne réponse partielle ou meilleure. Alors, la réponse est claire. Tous les patients ont arrivé à une très bonne réponse partielle. Et pas seulement ça, sinon que tous les patients auxquels on avait des échantillons évaluables pour maladie résiduelle ont eu une maladie résiduelle négative à 10 à la moins 6. La toxicité de grade 3 a été surtout une toxicité hématologique, lymphopénie et neutropénie, le plus important. Il y a eu aussi un 14% d'infections de grade 3. Et quand on voit un peu plus de près les infections, on voit que c'est surtout des infections bactériennes et des infections par Covid. Il y a eu aussi des syndromes de relâchage des cytokines dans la plupart des patients, mais pas de grade 3. Alors, la deuxième conclusion avec cette étude, c'est que c'est une combinaison très prometteuse, qu'il faudra quand même, dans une étude de phase 3, comparer avec le standard actuel. Il y a eu aussi une étude qui a combiné les talquetamab avec le teclistamab dans une population de patients réfractaires très particuliers et de très mauvais pronostics que sont le vrai myélome extramédulaire, c'est-à-dire les myélomes avec des plasmocytomes qui ne sont pas en continuité avec l'os. C'est une population que, avec les traitements conventionnels, en rechute, ont une survie sans progression d'environ 6 mois. Et ce qu'on a vu avec cette combinaison, c'est que à peu près 80% des patients arrivent à une très bonne réponse partielle ou une réponse complète. D'accord, que ces réponses sont un peu moins importantes chez les patients qui ont reçu un anticorps bispécifique précédemment et que la survie sans progression, c'est très longue, c'est de 15 mois, d'accord, que dans cette population, c'est une très bonne durée de réponse. Alors, dans cette population particulière, les myélomes extramédulaires, c'est une combination très efficace. Et la quatrième étude que je vais vous montrer, d'accord, c'est une sorte de consolidation
par immunothérapie. Hein. Très rapidement, d'accord, c'est une étude qui commence, d'accord, après 4 cycles d'une combinaison de 3-4 molécules, d'accord, chez les patients qui arrivent à une très bonne réponse partielle, mais avec maladie résiduelle positive. Alors, on fait 4 cycles de linvoseltamab, c'est un bispécifique anti-BCMA, d'accord, et on regarde après la maladie résiduelle. Si j'arrive à maladie résiduelle, on arrête là, sinon on peut faire encore 2 cycles de plus. Et ce qu'on voit, d'accord, l'endpoint, l'objectif c'était la conversion de maladies résiduelles positives à négatives, et on voit que tous les patients avaient arrivé à une maladie résiduelle négative, d'accord, et la plupart d'eux après 4 cycles. Dans cette étude, on faisait les tocilizumab en prophylaxie, et il n'a pas eu ni CRS ni ICAN. C'était le dernier étude. D'accord. Ça, c'est une étude très importante parce que vous savez que maintenant, dans les groupes français, on fait les phases 3, que c'est de comparer. D'accord. C'est très pareil à cette étude. Compare 4 mois de DARA-VRD avec soit autogreffe, soit 6 mois d'une combinaison de VISP. Et merci pour votre... Merci beaucoup, Miguel, pour avoir tenu le temps. Bravo. Y a-t-il une petite question rapide? Oui, Camille. Poser juste une question sur les extramédulaires. J'ai jamais vraiment bien compris ce que c'était. Est-ce que ces extramédulaires, ils ont comment dire, les mêmes facteurs pronostiques que les myélomes? Première question. Et deuxième question, c'est est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas des lymphomes plasmablastiques? Bonne question. Alors, en gros, ce sont des myélomes des mauvais pronostics à tous les niveaux, hein, à niveau biologique et surtout à niveau clinique. D'accord. Alors, ça pourrait être les cas aussi de lymphome plasmablastique ou de myélome plasmablastique. D'accord. Je ne sais pas maintenant les détails. C'est une publication dans New England. Je ne connais pas exactement les détails, mais bon, oui. Oui. Même je crois que c'est à niveau cytogénétique, peut-être. Oui. En tout cas. Ça dépend des maladies extramédulaires, mais c'est vrai que souvent, quand on prélève ces patients, il y a plus d'anomalies cytogénétiques de haut risque sur les biopsies. Délétion 17P, voilà. Merci. Anaïs va pouvoir garder le micro. Alors, le docteur Chavgoulidze, je l'ai dit, prénom Anaïs, va nous présenter maintenant la biologie du myélome, avec des abstracts nombreux aussi à cette SH. Merci Anaïs. Merci pour l'introduction. Donc effectivement, de nombreux abstracts, pas mal de thèmes. Donc j'ai essayé de sélectionner quelques sujets. Je vais vous parler aujourd'hui de maladies résiduelles, de cellules tumorales circulantes et de génomique et de réponse aux immunothérapies dans le myélome. En commençant par 2 abstracts sur la maladie résiduelle. Première étude qui s'intéresse aux caractéristiques, au devenir des patients qui atteignent une MRD négative selon leurs caractéristiques cytogénétiques. En effet, on a quelques études qui commencent maintenant un petit peu à dater, qui sous-entendaient que si le patient atteignait une MRD négative, cela permettait de surmonter un pronostic qui était cytogénétique qui était défavorable au diagnostic. Donc ici, pour étudier cela, ils ont sélectionné uniquement des patients qui ont atteint une MRD négative au seuil de 10 puissance moins 5 évalué par cytométrie en flux après autogreffe. Et donc, ils ont regardé la survie selon les différentes caractéristiques cytogénétiques, en commençant par la délétion 17P, anomalie de haut risque dans le myélome. Et ce qu'on voit, c'est que les patients qui ont une délétion 17P ici en rouge font moins bien en termes de survie sans progression que les patients qui n'ont pas de délétion 17P, même s'ils ont atteint une MRD négative.
De même pour la survie globale. Je ne vous montre pas la survie sans progression pour toutes les autres anomalies parce que je n'ai pas le temps, donc je vous montre juste la survie globale, mais que ce soit pour le GAIN-Q, la translocation 4-14 ou la translocation 14-16, tous les patients qui avaient ces anomalies et qui avaient une MRD négative faisaient moins bien que les patients sans anomalie. Ils ont aussi regardé le devenir des patients selon leur stratification de haut risque ou standard risque d'après le nouveau consensus génomique du myélome qui permet de définir les patients de haut risque, qui regarde la délétion 17P, la présence de la DLMP biallélique, DLMP32 biallélique et des combinaisons d'anomalies intermédiaires. Et on voit que les patients qui sont de haut risque cytogénétique en rouge font moins bien que les patients standard risque, même quand ils ont une MRD négative. Donc la conclusion, c'était que atteindre une MRD négative après l'autogreffe ne permet pas de s'abroger du pronostic cytogénétique défavorable. On s'y attendait quand même un petit peu. Certes, c'est important d'avoir une MRD négative, d'avoir une réponse bien profonde, mais ce qui est plus important, c'est de réussir à soutenir cette MRD négative dans le temps. On sait que c'est la sustained MRD qui est importante. Donc on aimerait dans le futur regarder ça. Deuxième étude sur la maladie résiduelle, cette fois-ci c'est Luciano Costa qui s'est intéressé à un groupe cytogénétique particulier, les patients qui ont une translocation 11-14 et qui sont plutôt de pronostic favorable dans le myélome. Donc il a voulu regarder la cinétique de la MRD chez ces patients qui ont une T11-14 et également la survie. Et donc, il confirme ce qui avait été observé dans l'étude MIDAS, donc essai clinique de l'IFM, avec les résultats rapportés par Aurore Perrault, qui montre que les patients qui ont une translocation 11-14 mettent plus de temps à atteindre une MRD négative. Donc, les T11-14 sont en rouge ici. Là, vous avez le seuil 10 puissance moins 6. Je ne sais pas si vous avez le pointeur. Voilà. Et les patients qui n'ont pas une T11-14, vous voyez, qui atteignent plus rapidement la MRD négative. Donc, on confirme ce qui était connu. Donc, cette différence de taux de MRD négatif qui est inférieure chez les patients T11-14, en rouge, on le voit à tous les stades de traitement. Par contre, quand on regarde la sustained MRD, donc MRD pendant plus de 12 mois, on voit moins de différence. Donc, les patients qui ont une T11-14 vont mettre plus de temps à négativer leur MRD. Par contre, quand elle est négative, il arrive à la conserver tout autant que les autres patients. Il s'est ensuite intéressé à la survie et donc il montre que malgré le fait que ces patients gardent une MRD positive pendant longtemps, ils font bien en termes de survie. Vous avez la survie sans progression en rouge ici chez les patients T11-14. On pourrait se dire que dans le groupe non T11-14, on enrichit avec des patients de haut risque, puisqu'on a les patients avec les T4-14, T14-16. Donc, ils ont aussi regardé la survie chez les patients qui n'avaient aucune autre anomalie de haut risque par ailleurs, et on voit toujours cette différence en termes de survie sans progression. Enfin, dans un modèle de Cox multivarié, il montre que à la fois la T11-14, mais aussi la MRD soutenue, négative soutenue dans le temps, sont des facteurs indépendants de pronostic. Mais nous, ce qu'on aurait aimé voir, c'est voir la survie sans progression chez les patients T11-14 selon leur statut MRD, positif ou négatif. Ça n'a pas été vu et donc notre projet, c'est d'utiliser notre base de données et tous les patients de l'IFM pour regarder ça. Voilà pour la MRD. Ensuite, deux topos sur les cellules tumorales circulantes. Donc, vous savez, dans le myélome multiple, on a des plasmocytes qui sont circulants et le taux de plasmocytes circulants est associé à un mauvais pronostic. On a un taux de 0,02% comme seuil pronostic. Au-delà, on dit que les patients sont de pronostic défavorable. Donc, les CT16 ont beaucoup été étudiés par les équipes européennes, mais assez délaissés par l'intergroupe francophone du myélome, où on faisait plus la cytogénétique. On va commencer à mesurer les CTC avec l'essai clinique Hélène et du coup dans le laboratoire de François Vergès, maintenant on a mis au point une méthode pour pouvoir les mesurer et évaluer leur impact pronostic. Donc ici, Mattia D'Agostino, il confrontait la CTC par rapport au consensus genomic staging, donc cette nouvelle classification génomique de haut risque, pour voir si mesurer les CTC pouvait améliorer l'identification des patients de haut risque. Donc, vous avez ici les courbes les plus importantes de ce qu'il a présenté. En bleu, les patients qui sont au risque standard, donc à la fois selon la génomique et à la fois selon les CTC, donc qui ont un taux de CTC circulant faible.
En rose, vous avez l'inverse, les patients qui sont de haut risque cytogénétique et les patients qui ont un taux de CTC donc élevé. Et en orange, vous avez les patients qui sont de haut risque génomique et qui ont un taux de CTC faible. Donc, première observation, on voit que la plupart des patients qui sont de haut risque cytogénétique, ils ont aussi un taux de CTC élevé, puisque dans cette courbe orange-là, on n'a que 11 patients. Et la courbe la plus importante, c'est la courbe en vert ici. Ce sont les patients qui n'ont pas été identifiés comme étant de haut risque d'après la génomique, donc qui étaient classés standard risque. Eh bien, quand on mesure leur taux de CTC, ils ont un taux de CTC élevé et on voit qu'en termes de survie, ils font aussi mal que les autres hauts risques cytogénétiques. Donc ça veut dire que mesurer le taux de CTC permettrait de rattraper certains patients hauts risque, ce qu'on appelle peut-être actuellement les hauts risques fonctionnels, ceux pour lesquels on n'avait trouvé aucune anomalie et qui en fait vont rechuter rapidement. Donc, il mesure le C-index. Ici, c'est un indice qui permet de mesurer la capacité discriminante d'un score pronostic. Plus il est proche de 1 et meilleur est le score. Et donc, il montre que là, vous avez le CGS seul avec 0,62. Et quand on associe le CGS, donc le score génomique, à la mesure des taux des CTC, on améliore la prédiction. Deuxième topo, sur cette fois-ci, les patients qui n'ont pas de CTC, en tout cas au seuil de détection de 2 10 puissance moins 6. Ça concerne 57% des MGUS, 27% des smoldering myeloma et environ 10% des myélomes au diagnostic pour lesquels on ne retrouve pas de plasmocytes circulants. Donc ils ont voulu voir quelles étaient les caractéristiques de ces myélomes. Donc ils voient que ces myélomes, ils ont moins d'anémie, moins d'hypercalcémie, moins d'insuffisance rénale, autant de lésions osseuses, qu'ils ont moins d'infiltration médulaire par les plasmocytes et qui sont plus de type phénotype MGUS-like, donc plutôt des caractéristiques favorables pour ces patients. Quand ils regardent les anomalies génétiques sur les plasmocytes médulaires, ils voient que ces patients qui ont des CTC indétectables ont moins d'anomalies de nombre de copies, donc peut-être moins d'instabilité chromosomique et autant de mutations somatiques. Et la dernière courbe, on voit que les patients qui ont des CTC indétectables ont une très bonne survie par rapport aux autres. Donc à la fois les CTC intéressants pour définir les patients de haut risque dans un sens et puis aussi pour voir cette catégorie au pronostic exceptionnel. J'aurai pas le temps pour la génomique, mais voilà. Merci. Une petite question, quand même, avant que tu partes. On a le temps pour les Ah, questions. Camille. Oui. Au sujet des translocations 11-14, nous, on a la patte, c'est un commentaire juste. Souvent, on a, enfin pas souvent, on a une association entre ces T11-14 et l'expression du CD20. Et je me suis demandé en regardant ton talk, finalement, est-ce qu'on les traitait bien avec votre CD138? Est-ce que vous avez regardé ça? Est-ce que peut-être, en mettant autre chose, genre du CD20, anti-CD20, ça pourrait améliorer la MRD? Est-ce que c'est quelque chose, moi, j'en ai pas beaucoup, mais c'est mon expérience. Alors, a priori, avec le CD38, ils ont quand même une bonne survie. Les T11-14, nous, dans le myélome, le traitement un petit peu spécifique, c'est plutôt le vénétoclax, puisque aussi ils expriment. Mais le CD20, j'ai pas de souvenir biblio sur quelque chose qui aurait été testé sur ça. Après, nous, on peut regarder, on a des données d'RNA-seq et tout aussi, voir si c'est surexprimé. Il y a eu des vieilles études, Michel Attal, il l'avait fait, ça marche pas. Ça marche pas. Ok. Vieille. Elle n'était pas née, quoi, c'est ça que je veux dire. Hop, alors, on arrive quasiment à la moitié des topos, donc on n'est pas trop en retard, merci beaucoup. Je vais vous parler de 3 études de LLC en première ligne. La première, c'est CLL17. On me dérange pour ça, Dr Wynne? Taisez-vous. Il est 34, hein. Attention, tu vas voir. Donc, LLC CLL17, 976 patients. Et là, on pose la vraie question qui nous taraude depuis longtemps. Est-ce que IPTK en continu, c'est pareil que des schémas à durée fixe? Ici, c'est vénétoclax obinu 12 mois ou vénétoclax ibrutinib 15 mois. L'objectif principal était un objectif de non-infériorité en termes de survie sans progression à 3 ans. En termes de réponse, on a beaucoup plus de réponses complètes dans le bras avec de l'obinutuzumab, c'est bien normal, et quasiment pas avec l'IBTK en monothérapie, ce qui est bien normal aussi. On retrouve
pas de facteur de toxicité majeur par rapport à ce qu'on connaissait déjà en termes de cardiotoxicité, d'infection, et il y a un peu plus de neutropénie et de Covid, bien sûr, dès qu'on rajoute l'obinutuzumab. Quand on regarde l'évolution de la maladie résiduelle, il n'y a pas de maladie résiduelle atteinte dans le bras ibrutinib seul, et on est dans le sang à 47% avec venetoclax ibrutinib, et ça monte à 73% lorsqu'on fait obinutuzumab. En termes de survie sans progression, voilà, on peut dire que c'est 81%, c'est exactement pareil dans les 3 bras, donc on peut vraiment considérer que les schémas durée fixe sont vraiment non inférieurs à l'IBTK en continu, et ce, quel que soit le statut IGHV, muté ou non muté. Par contre, un message un peu négatif, c'est qu'on ne fait pas venetoclax obinutuzumab à des TP53 mutés. Il faut continuer à leur donner à ces malades-là, malades haut risque, des IBTK en continu. Alors, je vous ai montré l'étude qui était passée en plénière, et cette étude-là est passée en late breaking abstract. Donc le docteur Jurchak nous a présenté les données de l'étude Bruin CLL 313, patient en première ligne qui nécessite un traitement, pas de DIL7P par contre, et on randomisait l'étude 1-1 entre pirtobrutinib 200 mg par jour, ça c'est le nouvel inhibiteur de BTK non covalent, le premier de sa classe, versus R-bandamustine, et on avait le droit à un crossover. L'objectif primaire ici c'était de la PFS. Quand on regarde un petit peu les taux de réponse, on a des taux de réponse légèrement supérieurs avec le pirtobrutinib qu'avec la chimiothérapie plus anticorps anti-CD20, ce qui montre que cet inhibiteur de BTK obtient des taux de réponse complète assez importants. Vraiment, c'est assez intéressant de le voir. Ce qui était encore mieux, c'est de voir la survie sans progression, où on voit que très clairement, l'IBTK non covalent en continu fait mieux que herbadamustine. Alors ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues en première ligne avec le zanubrutinib dans l'étude Sequoia. Il y a un petit truc en plus dans l'étude, c'est pour ça que je la montre. Un petit truc en plus dans cette étude-là, c'est qu'avec un recul déjà qui est quand même court, il y a déjà une petite différence en termes de survie globale. Et ça, c'est un truc qu'on ne voyait pas avant. Il y avait toujours à peu près, on va dire, entre 5 et 7% de mortalité toxique en première ligne quand on comparait donc un IBTK comme l'ibrutinib ou le Zanu avec la Herbinda. La Herbinda, c'est 2% de mortalité toxique. Le Pirto, c'est encore inférieur. Donc vraiment, en termes de safety, il y a un message énorme là au BTK inhibiteur non covalent. La troisième étude, c'est une étude du groupe français qui était rapportée par le professeur Guez et qui était l'étude STER. Alors ça, c'est une étude qu'on a faite avec le philo pour comparer, pour poser la question de savoir si on pouvait arrêter un IBTK en continu au bout de 18 mois chez des malades sélectionnés, sur le fait qu'ils soient vieux, unfit, avec beaucoup de comorbidités. Donc vraiment les patients qu'on a tous les jours en consultation dans cette maladie. Là, il y avait 2 bras, on randomisait 160 patients ont été randomisés, soit dans le bras A, je continue la cala à 18 mois, ou 2 ont été randomisés dans le bras B, arrêt de la calabrutinib. On faisait ensuite des scanners et des prises de sang très régulièrement pour détecter une éventuelle rechute, et si le patient rechutait, c'était un critère de PFS. Si les malades nécessitaient un retraitement dans le bras B, on le faisait valider par un comité indépendant, donc toutes les reprises de traitement dans l'étude ont été validées, voilà, et pas faites dans un coin, non, validées de façon centralisée. On leur reprenait le même traitement, la calabrutinib, puisque le patient avait bien répondu la première fois, et on savait qu'il supportait bien le médicament. Le critère principal ici, c'était la survie sans progression 1 an après l'arrêt de la calabrutinib 18 mois, donc à 30 mois. Et on voit que 53% des patients ont une survie sans progression dans le bras B, 96 dans le bras 1. Donc c'est pour ça qu'on dit que le primary endpoint n'est pas rempli dans l'étude, mais ce n'est pas tellement ça qui nous intéressait le plus. Ce qui nous intéressait le plus, c'est de démontrer qu'il n'y avait pas de différence en termes de survie globale, et c'est le cas, et qu'on avait un temps jusqu'à prochain traitement qui restait correct, et c'est le cas aussi. 74% des patients n'ont pas été retraités 1 an après leur arrêt de médicaments. Surtout, ce qu'on a pu voir dans l'étude, c'est que les patients avec un statut IGHV muté, ce qui représente quand même un patient sur 2, ceux-là, eux, ils vont très bien. Donc l'étude là dit que finalement en RCP, lorsqu'on discute
chez un malade de 80 ans, par exemple, avec un statut IGHV muté, donc de bon pronostic, le vénétoclax obinutuzumab, avec toutes ses infections, avec tout son problème de néphrotoxicité, de neutropénie, etc., bah, finalement, 18 mois d'acalabrutinib, eh ben, ça marche très très bien. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qu'on va défendre maintenant en RCP. Merci pour votre attention. Il y a même 4 minutes de questions. Oui, Miguel. Oui, à propos de la première étude. Ouais. Les premières études, Oui. est-ce que tu as des données de qualité de vie? Parce que si ça marche égal, la qualité de vie reste un point. Alors, les Allemands font toujours ces analyses-là, mais ils ne les ont pas montrées. Ça, c'est sûr. Nous, ce qu'on a comme données de qualité de vie dans notre étude à nous, c'est que quand tu arrêtes l'acalabrutinib, la qualité de vie s'améliore. Il y a moins de fatigue, par exemple. 1 an après l'arrêt de traitement, il y a 2 fois moins de fatigue rapportée par les patients. Merci. Oui, on enchaîne. Syndrome myélodysplasique, le professeur Comon, je l'ai vu. Il n'est pas prêt. Donc Thibaut, tu veux nous parler donc, des syndromes myélodysplasiques. Ton top 3, c'est ton top 3, je ne sais pas. C'est ton top 12. Non, c'est un top 3 de l'ASH. Top 3. Bonjour tout le monde, bonsoir. Donc, pas de grand scoop, si ce n'est un scoop négatif. Ça devient habituel chaque année, mais voilà, quelques informations utiles pour la suite. Donc, j'ai séparé en SMD de faible risque et SMD de haut risque. La première communication intéressante était celle-ci, sur l'utilisation d'emblée à dose maximale du luspatercept dans les SMD de faible risque transfusés. Donc un joli nom, Maxillus. Donc vous savez que luspatercept à l'AMM dans les SMD avec mutation SF3B1 en seconde ligne, et depuis quelques semaines maintenant à l'AMM en première ligne, et donc on va pouvoir l'utiliser à la place de l'EPO dans cette sous-catégorie-là. Le problème que l'on a, c'est que avec l'escalade de dose finalement, et le fait que la plupart des patients ont besoin d'atteindre la dose maximale, ça met du temps, et qu'en vraie vie, on se rend compte qu'il y a pas mal de médecins qui oublient de monter la dose, et donc on se retrouve avec des patients qui ont un traitement non optimal pendant longtemps. D'où le rationnel de cette étude qui était de se dire on va essayer de commencer d'emblée la dose maximale pour voir en termes de safety bien sûr et d'efficacité ce que ça donne. Donc au vu des AMM et des autorisations récentes, il y avait 2 cohortes. Il y avait une cohorte EPO naïve et une cohorte réfractaire à l'EPO, avec donc un critère composite de réponse qui était l'indépendance transfus à 24 semaines, plus une augmentation significative du taux d'hémoglobine. Pour faire court, on se rend compte effectivement que dans les patients naïfs de PO, on a un critère de jugement principal qui est atteint dans presque 3/4 des patients, et donc une indépendance transfusionnelle qui se maintient dans le temps chez plus de 70% des patients naïfs de PO, et des taux de réponse qui sont également intéressants chez les patients réfractaires ou en rechute, avec à peu près 2/3 des patients qui obtiennent le critère de jugement principal et qui le maintiennent chez 50% d'entre eux. Ce qu'on peut dire également, c'est que comme dans les études précédentes, les patients qui répondent le mieux, c'est des patients qui sont mutés SF3B1 et ou avec ring sideroblaste et qui ont un taux de PO faible. En termes de safety, pas de signal particulier, pas d'arrêt pour toxicité. Les principales causes d'arrêt du médicament étaient le fait que l'hémoglobine montait trop. Donc ça semble plutôt intéressant, et ça peut être amené justement à modifier un peu nos pratiques sur l'utilisation du luspatercept. Cousin du luspatercept, l'elritercept, qui lui aussi va inhiber la voie du TGF-bêta avec une action un peu différente puisqu'il va cibler plus précocement les intervenants dans la rétropoïèse, et notamment l'activine A, et donc avec un effet un peu plus important dans les données initiales de ce médicament. Et donc là, c'est les résultats intérimaires de l'étude de phase 2, donc l'utilisation de l'elritercept chez des patients SMD de faible risque qui étaient transfusion dépendants. Le design, il est celui-là, je passe rapidement, mais c'était des designs classiques qui ressemblaient au design des études avec le luspatercept, des injections mensuelles d'elritercept, et donc des critères de réponse. En tout cas, les critères, les endpoints étaient la safety, et sur le plan de la réponse, l'indépendance transfusionnelle.
Rapidement, les données sont là encore intéressantes, puisque si vous regardez l'indépendance transfusionnelle d'au moins 8 semaines, on a des taux de réponse globaux qui sont de 40% des patients, y compris avec des taux de réponse intéressants chez les patients qui étaient hautement transfusion dépendants, ceux qu'on a en vert. Avec là encore une efficacité supérieure chez les patients sidéroblastiques et mutés SF3B1, mais avec des taux de réponse qui semblent supérieurs chez les non-sidéroblastiques, si on compare au luspatercept, même si ce n'est pas exactement les mêmes critères. Une réponse qui est en tout cas qui semble précoce dès les premières injections et qui se maintient dans le temps chez les répondeurs, et donc c'est plutôt intéressant. Il y a la phase 3 qui est ouverte à l'heure actuelle, qu'on a ouvert ici récemment également, donc on verra si ce médicament peut intervenir également chez ces patients. Pour les SMD de haut risque, donc le SCOOP, les résultats attendus depuis quelques temps, ils traînaient un peu, on a compris pourquoi. C'était l'étude de l'association azacitidine-venetoclax chez les patients SMD de haut risque en première ligne, étude Verona. Le design, je le remonte rapidement, hein, c'était un design classique avec une randomisation ASA placebo versus ASA venetoclax, un schéma de 14 jours de venetoclax et un critère de jugement principal qui était la survie. Alors, la répartition des patients était celle-ci, ça peut peut-être expliquer en partie la négativité des résultats, mais on voit effectivement que les patients étaient de haut risque, mais pas tant de haut risque que ça, puisqu'il y avait un nombre significatif de patients à risque intermédiaire, un nombre significatif de patients pas si blastiques que ça, et également un nombre de patients mutés TP53 qui était à près de 20% dans les deux bras, et donc qui peut gêner un petit peu l'interprétation. En tout cas, on le voit sur la courbe, hein, il n'y a pas de différence de survie selon les bras. Il semble avoir une réponse un petit peu supérieure, notamment sur le plan médulaire dans le groupe Azaven. Et ce qu'on peut en retenir, effectivement, c'est que l'essai négatif, notamment sur l'OS, et que les analyses en sous-groupe tendent à montrer un bénéfice en termes de réponse chez les jeunes, avec un IPSSR vraiment élevé et des mutations de pronostics, et également une tendance de bénéfice à l'OS chez les jeunes haut risque et blastique, c'est-à-dire en gros ceux qui se rapprochent d'être une LAM. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, l'utilisation du venetoclax dans les SMD est réservée en pratique chez les patients qu'on va amener à la greffe ou des patients qui, pour quelques pourcentages de blast, se rapprochent des LAM. Autre donnée intéressante et plutôt préliminaire. La première, c'est puisqu'on a l'essai de phase 3 qui est ouvert actuellement ici, qui reste ouvert pour des gens très maigres ou très gros, mais c'était l'étude de phase 2, donc encore une fois des résultats préliminaires, qui évaluait l'Astec 030, qui est en fait de l'azacitidine orale, et à la différence de l'onureg, c'est en fait une combinaison d'azacitidine orale et de cédazuridine, et la cédazuridine ayant pour intérêt d'augmenter la bioavailability, en français je ne sais plus, bref, de l'azacitidine. Donc il y avait eu un essai international avec à la place de l'azacitidine la décitabine qui était positif et qui a permis aux États-Unis d'avoir une autorisation de la FDA pour l'utilisation de ce traitement oral. Le fait que la décitabine n'est pas autorisée en Europe et en France, on n'a pas ce médicament, d'où l'intérêt par le laboratoire de développer une approche similaire avec l'azacitidine. Donc là, c'était la phase 2 avec un endpoint principal qui était bien sûr l'équivalence biologique et pharmacocinétique, notamment des molécules. Et globalement, on retrouve effectivement des aires sous la courbe similaires entre les deux molécules. Ce qui a montré cette phase 2, c'est qu'il y a quand même des différences selon le BSA des patients, de la surface corporelle, et ce qui a amené effectivement à définir pour la suite des essais des schémas de dose en fonction justement de ces BSA. C'est ce qui fait que dans la phase 3, globalement, le schéma de dose standard a été rempli assez vite et qu'il demande à recruter des gens assez maigres ou des gens assez gros pour compléter justement le panel. En tout cas, ça semble intéressant et donc à suivre. Un peu plus précoce, et pour finir, ou pour presque finir d'ailleurs, le contexte, en tout cas le constat est simple, c'est qu'une fois que le Vidaza ne marche plus, si on ne peut pas greffer les patients, il n'y a rien. Donc le but est d'essayer de trouver d'autres approches. Et l'une d'entre elles intéressante est de cibler, alors ça n'a pas marché avec CD47, mais de cibler un autre checkpoint macrophagique qui est Cleaver-1, qui a l'avantage d'être à la fois sur les macrophages, mais sur d'autres cellules, que ce soit les cellules souches, les blastes notamment. Et donc le bexmarilimab inhibe ce Cleaver-1. Et donc là, c'est les résultats d'une étude de phase 1-2, résultats intérimaires encore une fois. Finalement, en tout cas, il y avait des patients naïfs, des patients réfractaires et des patients
TP53 mutés. Et donc, bon, les résultats chez la population naïve semblent intéressants, avec des taux de réponse globaux à plus de 70%, mais des résultats également dans des populations réfractaires qui ne sont pas négligeables, avec 64% de réponses globales, y compris dans la population TP53 mutée. Encore une fois, c'est des faibles effectifs, des essais de phase 1-2, et on sait que dans les SMD, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, c'est une voie intéressante, et il y a actuellement, en tout cas, le design des phases 2, voire 3 qui est en cours de construction. Et juste rapidement pour finir, parce qu'il n'y a pas que les traitements, il y avait une communication intéressante sur l'amélioration des scores pronostiques. On sait que dans les SMD, malgré l'IPSSM récent, il reste quand même des approximations quant au pronostic du patient, et donc des difficultés de... Il me reste 1 minute, hein, je t'approche, mais... D'accord, très bien, je fais vite. Donc le but, c'est d'essayer d'améliorer justement la stratification des patients. Et une piste, c'est d'utiliser le système immunitaire pour améliorer la stratification de ces patients. Il y a quelques données qui suggèrent un intérêt justement d'intégrer le système immunitaire dans la stratification des patients. Et donc là, c'était une communication orale assez intéressante. Ils ont utilisé des données d'RNA-seq à partir de plusieurs cohortes, en tout cas de plusieurs banques, de plusieurs hôpitaux, et par différentes méthodes. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais ils ont utilisé donc identifié des signatures par SiteSec et appliqué justement ces signatures sur ces bulks d'RNA-seq par SSGSEA, ce qui a permis de définir des scores immunologiques qu'ils ont comparés et validés par rapport à des données de CMF classiques. Et pour faire simple, ils ont défini 3 niveaux de scores, et on se rend compte que, par exemple, chez des patients qui avaient un IPSSM low ou médium low, on arrivait chez ces patients-là à les stratifier de manière plus fine, avec, vous voyez, une différence, en tout cas une identification de 3 groupes qui avaient des survies quand même clairement différentes. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et on se rendait compte que finalement, ceux qui avaient le plus mauvais pronostic étaient des patients qui avaient un profil plutôt exhausté, comme on pouvait s'en douter, et comme finalement c'était suggéré dans d'autres travaux antérieurs. Donc un intérêt de cette approche qui reste à valider. Et puis je vous remercie de votre attention. Vous avez Jules qui est au milieu là. Je sais pas si vous voyez. Merci beaucoup Thibaut pour cet overview, c'était très complet et dans les temps, donc bravo. Il y a une petite question avant que Pierre ne s'installe. Thibaut, les anti-TGF bêta là n'ont pas été interprétés, enfin les résultats n'ont pas été interprétés, j'imagine, en fonction de l'immune contexture encore. Non, ça n'a pas été fait ça. Il y a des chances que ce soit qu'on voit des différences, non? Oui, c'est sûr. Mais ça n'a pas été encore. Voilà. Non, ça n'a pas été encore montré, étudié spécifiquement. Il y a des prélèvements qui avaient été faits, notamment dans les études commandes, etc., sur le profil immuno, mais il n'y a pas de données claires encore à l'heure actuelle. Merci Loïc. Écoutez, donc je vais présenter les nouveautés pour la médecine interne et pour les maladies du globule rouge sans grand scoop, sans vouloir spoiler. Concernant les cytopénies auto-immunes, il y a un nouveau médicament, une étude de phase 3 qui est présentée cette année dans le cadre du traitement du PTI, donc le purpura thrombopénique immunologique, qui est associé un anticorps monoclonal anti-BAF récepteur, c'est un co-activateur des lymphocytes B, allèle thrombopag, donc le Revolade en première ligne de traitement après échec donc chez des patients qui recevaient pendant 16 semaines une injection de ce monoclonal en intraveineux, donc qui montrait l'objectif était d'atteindre, l'objectif principal était le temps à la rechute en fait, et on voit que dans les deux groupes traités 9 mg par kilo puis 3 mg par kilo en fait, la rechute est nettement plus tardive que dans le groupe placebo, donc 13 mois versus 4,7, et le temps non atteint dans le groupe 3 mg par kilo, avec sur le secondary endpoint une réponse soutenue à 6 mois qui est intéressante, donc presque 2 tiers pour le groupe 9 mg par kilo. Donc ceci avec des données de safety qui sont assez intéressantes. Alors vous allez me dire, c'est quoi? C'est un super rituximab. Donc ça fait une transition avec mon deuxième point. Donc je ne vais plus parler que de vieux médicaments maintenant, toujours dans le PTI. Une étude à laquelle on a participé, donc qui consiste à concevoir le rituximab de manière un peu différente à celle qu'on utilise habituellement, c'est-à-dire précoce chez des patients qui rechutent précocement en association ou pas avec de la dexaméthasone. Donc ça c'est la première partie du travail.
et chez les patients qui sont répondeurs à cette association, donc la réponse étant définie à plus de 50 000 plaquettes, utiliser le rituximab en maintenance sur 2 ans. Alors, 127 patients ont été inclus avec un âge moyen de 44 ans, avec une répartition homogène des deux populations. Chez les patients qui avaient en moyenne 15 000 plaquettes, et on voit sur le tableau en haut à droite en fait, que la réponse chez les patients qui ont reçu l'association rituximab plus Dexa est quasiment 2 fois plus importante de manière significative que les patients qui ont reçu le rituximab, ce qui est une indication intéressante pour la pratique clinique. Alors, on voit quand même qu'il y a un taux d'échec qui est non négligeable, de 26% chez le bras R et 13% chez le R plus Dexa pour échec du traitement. Ça veut dire que ça ne marche pas à tous les coups, c'est ça que ça veut dire. Et des taux de plaquettes qui sont donc au-delà de la réponse partielle à 80 et 97 000. La deuxième partie de ce travail porté sur la phase de maintenance, dont j'ai assez peu donné, mais le schéma montre ici en fait la courbe en rouge qui est en haut, les patients ayant reçu le Ritux en maintenance et ceux qui ne l'ont pas reçu. Et on voit qu'il y a effectivement une amélioration de la survie sur le long terme. Donc ça tend à proposer une attitude qu'on utilise dans d'autres pathologies auto-immunes, à savoir faire un entretien avant que le patient ne rechute. Concernant les pathologies du globule rouge, je serai un petit peu plus long. Une communication plénière par Anousha Habibi de l'équipe d'Henri Mondor, qui sur des données rétrospectives d'une cohorte qui s'appelle ESCORT-HU, donc c'est une cohorte de phase 4 depuis la mise en commercialisation du cyclose, qui est l'hydroxyurée en fait, visait à étudier l'effet de l'exposition des femmes pendant la grossesse à ce médicament qui théoriquement est contre-indiqué sur des arguments de supposée tératogénicité chez l'animal. Donc là, 246 grossesses étaient suivies dans cette cohorte avec une moyenne d'exposition de 3,8 ans sur la phase 1 de la cohorte et 10 ans sur la phase 2. Donc finalement, 213 grossesses exposées versus 30 qui ne l'étaient pas, avec une dose moyenne de 16,5 mg par kilo, ce qui est un peu inférieur à la dose de l'AMM. Et donc qui permettait d'obtenir de suivi pour 172 grossesses, 18 grossesses étaient en cours et 23 s'étaient terminées par une IVG, avec 131 grossesses vivantes, 76%, 27% de prématurité, 16% de fausses couches, 2 ITG, 2 morts fétales et aucune malformation chez les enfants, aucun décès maternel. Donc c'est un signal qui est hyper important. Pour nous, ça peut paraître assez bénin, mais en fait, la grossesse, dans cette période, généralement, le traitement par hydroxyurée est arrêté, ce qui décompense complètement la pathologie. Et on sait que la drépanocytose, c'est une pathologie qui expose à des phénomènes de malplacentation du fait de l'atteinte vasculaire. Et on sait que ça va être une situation à haut risque pour les femmes. Donc, cette situation est contrée quand on peut par la transfusion, mais on sait également que c'est une population qui s'immunise très facilement et pour laquelle on a des accidents beaucoup plus fréquents. Donc avec ces données-là, ce qu'on faisait déjà en pratique un petit peu, on est quand même nettement plus détendu pour maintenir ce traitement au cours de la grossesse chez des femmes à risque soit transfusionnel, soit à risque de décompensation de leur pathologie. Alors, il y a eu pas mal pour faire le lien avec ce qui a été dit avant, pas mal de présentations sur une forme très particulière de vieillissement dans la drépanocytose, qui est une hématopoïèse clonale. Alors, c'est décrit, il y a des séries qui montrent un surrisque d'hémopathie myéloïde. Donc, ce premier travail confirme, qui a été présenté par un dénommé Guevara, en fait, donc sur des bases de données patients aux États-Unis, portant sur 80 000 personnes, ce qui est assez considérable, donc dans lequel ils matchent des patients drépanocytaires avec des donneurs appareillés par l'âge, le sexe, tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette cohorte, en fait, sur cette étude? On voit en de couleur, espèce d'orange, ocre, c'est les patients drépanocytaires et bleu, la population générale. On voit de manière relativement précoce, avant l'âge de 30 ans, un risque d'hémopathie myéloïde qui est supérieur à celui de la population générale et qui croît avec le temps, comme attendu en fait pour la population générale. Et on voit sur la deuxième diapo que ce risque est constitué initialement chez les plus jeunes par un risque de leucémie aiguë myéloïde et secondairement par un risque de syndrome myélodysplasique, mais de manière plus précoce que dans la population générale où l'âge moyen de diagnostic est habituellement aux alentours de 70 ans. Donc dans cette même idée d'une hématopoïèse clonale anormale ou en tout cas précoce, c'est un travail qui a été fait donc, sur des biobanques aux États-Unis également par le Dana-Farber Institute sur une cohorte de patients drépanocytaires de 3300
3800 patients, pardon, matchés avec des patients non drépanocytaires et avec des porteurs de traits d'hémoglobinopathie, donc soit des personnes AS, soit des personnes AC, soit des patients bêta-thalassémiques. Et là, ils étudiaient en NGS en fait l'apparition de mutations myéloïdes, ce qui est montré sur le tableau en bas à gauche, en fait, avec un seuil de détection qui est peut-être un petit peu discutable, peut-être que vous pourrez en dire quelque chose, c'est-à-dire supérieur à 0,1%, ce qui me semble bas. Qu'est-ce qu'il apparaît dans ce travail? Il apparaît l'apparition d'une hématopoïèse clonale relativement précoce, vous voyez, chez les jeunes de 0 à 19 ans et portant majoritairement sur les systèmes de réparation de l'ADN, en fait. On observe, comme attendu, qu'au cours du temps, cette tendance s'accélère et est largement supérieure de manière très significative à ceux de la population générale. Ce qui est intéressant, c'est que les auteurs montrent qu'il n'y a pas de différence entre la population générale et les porteurs d'un trait drépanocytaire AS ou AC, mais également on n'observe pas ces anomalies chez les patients thalassémiques. Donc c'est une évolution propre à la drépanocytose. Et je crois qu'ils font également un travail rétrospectif, donc il n'y a a priori pas de lien démontré avec l'utilisation d'hydroxyurée dans cette population. Et toujours dans cette même idée, et pour presque finir, pour le coup, une expérimentation pour essayer de comprendre les mécanismes qui conduisent à cette hématopoïèse clonale sur des modèles murins, donc le modèle de souris Towns, qui est le modèle habituellement utilisé dans la drépanocytose, pour lequel était étudié un wall exome, le suivi des cellules circulantes sur frottis et sur cytométrie chaque trimestre, et l'étude des progéniteurs myéloïdes, ceci après sacrifice après de la souris après 1 an de vie. Alors qu'est-ce qu'il montre? Il montre que comparativement, encore une fois, il s'agit de souris, donc pas d'êtres humains, qu'on observe des taux de mutation et des mutations en rapport avec l'aging de la moelle relativement précoce chez ces souris. Ceci est corroboré avec des anomalies phénotypiques des cellules circulantes et des profils cytométriques myéloïdes. Et c'est corroboré également avec l'apparition de mutations habituellement associées aux pathologies myéloïdes. Donc, ça confirme ce qu'on observe en virel. Alors, ça là, je pensais l'avoir enlevé. Donc, toujours pas de scoop concernant. Je présente rapidement cette diapo parce qu'elle fait suite à une plénière de l'année dernière. L'étude pivot, c'était une présentation dont vous vous souvenez probablement qui proposait de traiter les patients drépanocytaires SC par de l'hydroxyurée comme les patients qui sont SS, qu'on fait habituellement peu, de crainte de les rendre plus visqueux. Donc là, il a été présenté cette année les données d'open label de la série. Donc tous les patients étaient traités en ouvert avec une dose identique de 20 mg par kilo, avec un effet bénéfique sur les crises de manière significative et soutenue dans le temps, et un effet bénéfique non significatif sur le taux d'hospitalisation et sur les infections par la malaria. Cette étude ayant lieu en Afrique, pardon, je ne l'ai pas précisé. Pour la drépanocytose, il me reste 30 secondes pour dire que c'est une étude intéressante, là, encore une fois, sur un modèle murin qui vise à expliquer la physiopathologie du trait S, qui est différent du CL2S. Donc, tout le monde conçoit que le problème est lié à la falciformation qui va déformer le globule rouge. On sait que le trait C, lui, va tendre à déshydrater le globule rouge et favoriser l'expression du trait S. Et dans cette manipulation sur des modèles murins, on observe que le stress oxydatif en fait, va contribuer à altérer les protéines membranaires et à générer des hémigostes. En fait. Donc la manipulation est assez élégante puisqu'en rajoutant en fait, un antioxydant qui est la quercétine, en fait, on rétablit sur ce modèle murin, encore une fois, les caractéristiques de membrane de patients qui ne sont pas SC. Je crois que j'ai passé le temps. Merci pour votre attention. Une petite question pour Pierre, peut-être? Oui. Thibaut. Merci Pierre, c'était magnifique. Est-ce qu'il y a eu des analyses phénotypiques entre ceux qui avaient de l'hématopoïèse clonale et ceux qui n'en avaient pas? Alors pas tant sur le plan hémato, mais justement, est-ce qu'ils sont plus inflammatoires? Est-ce qu'ils ont plus d'anomalies cardiovasculaires, etc., comme on peut le voir dans des populations de CHIP par ailleurs? Tu parles de patients? Ouais, oui, bah oui.
Est-ce que les patients drépano-chip ont un phénotype clinique différent des patients drépano non-chip? Pour le mécanisme, c'est purement spéculatif. En fait, on ne sait pas. Il y a plusieurs hypothèses, et notamment celle de l'inflammation chronique, celle de l'hyperrégénération, de l'hyperstimulation médulaire. Après, pour la mortalité cardiovasculaire, on n'en sait rien non plus parce que les patients drépanocytaires, pour l'instant, n'ont pas de survie assez longue pour... Pas forcément mortalité, hein, mais juste... En fait, non. La mort... non. Ok, donc c'est intéressant. Ils ne sont pas encore assez vieux pour qu'on puisse le savoir, en fait. Merci Pierre pour ta présentation. Je ne sais pas si tu l'as précisé, mais dans l'essai où ils testaient l'ACHU chez les SC, vu que tu as dit énormément de choses très intéressantes, chef, est-ce qu'il y avait des indicatifs sur le recours aux transfusions, sur l'hyperviscosité ou pas? De mémoire sur les saignées, excuse-moi. De mémoire sur l'année passée, non. Et étonnamment, en fait, l'augmentation de l'hémoglobine sur ce qui était présenté l'année dernière n'était pas significativement si élevée que ça. Ok, merci. T'es pas obligé de passer de la pommade, c'est bon, t'es nommé, c'est bon. Arrête. On passe maintenant à l'allogreffe des cellules souches. Dr Huynh va nous présenter donc ses coups de cœur de la SH. Visiblement, c'est une photo. Merci Loïc. Oui, pour continuer à être invité au poste ASH, parce que dans la plupart des postes ASH qui ont eu lieu, parce qu'ils sont nombreux, il n'y a plus d'allogreffe. Donc, je vous ai mis déjà une photo pour commencer. Et j'ai choisi 2 études qui, j'espère, vous intéresseront. Et je vous en propose 2 autres éventuellement à regarder. Enfin bon, voilà, les coups de cœur. Ces 2 études présentées par Marie Robin et Florent Mallard, donc des études dans lesquelles les Français participaient. Bon, FibraPlo, c'est une étude prospective de phase 2 dans la myélofibrose, bien sûr, et entre le FIM et la SFGMTC. L'objectif de cette étude, c'était l'EFS à 12 mois post-allogreffe, et on voulait regarder la survie, l'EFS, donc chez ces patients après une greffe haploïdentique. Donc, des patients de moins de 70 ans étaient inclus avec un ECOG entre 0, 1 et 2. Ces patients n'avaient pas d'honneur HLA identique. Je vous rappelle qu'on avait fait une étude auparavant qui s'appelait JACALO, dans lesquelles on avait initialement des donneurs phénoidentiques mismatch 9 sur 10, et qu'il a fallu arrêter d'inclure ces donneurs HLA 9 sur 10 en raison de très mauvais résultats. Donc, on voulait voir les résultats avec la greffe haploïdentique, puisque vous savez que c'est l'essor en ce moment de la greffe haplo. Et ces patients, il y avait donc 29 patients qui ont été inclus, 28 ont été greffés, un patient est mort d'hémorragie avant la greffe. Les critères, les caractéristiques des patients, l'âge médian était de 65 ans. Et le score de comorbidité, bon, comme je l'ai dit, pour 80% des patients était inférieur à 3, avec des maladies présentant il fallait avoir au moins 2 critères de maladies agressives qui étaient soit des signes généraux, soit une anémie plus ou moins transfusée, des plaquettes à moins de 100 gigas par litre, l'existence de blastes périphériques, vous voyez les différents pourcentages. Et ces maladies, les risques moléculaires sont présentés ici. Il y avait donc 29%, c'est-à-dire 3 patients qui avaient un karyotype complexe. Sinon, en majorité, ces patients étaient mutés JAK2 et mutés ASXL1, comme vous le voyez sur cette sur la diapositive précédente. Et oui, il faut que je vous parle du conditionnement. La plateforme de conditionnement, c'était une plateforme associant du thiotépa, une dose 5 mg par kilo, 3 doses de thiosulfan pour une dose totale de 30 grammes par mètre carré, et de la fludarabine 120 mg par mètre carré en dose totale. Comme c'est une greffe haploïdentique, la plateforme d'endoxan post-greffe était utilisée avec la cyclosporine et le mycophénolate mofétyl, la plateforme habituelle en prophylaxie de la GVH. Donc, les résultats en EFS et en mortalité non liés à la rechute, l'objectif principal était atteint puisque l'EFS à 1 an est de 64%. Pour rappel, dans les greffes 9 sur 10, on avait une EFS qui était de l'ordre de 22%. C'était donc l'objectif de cette étude, c'était de dépasser une EFS à 1 an à 55%.
En termes de rechute, pas de rechute en dehors d'une maladie moléculaire détectable post-allogreffe, mais 9 patients sont décédés dans cette étude sans rechute, avec une NRM à 1 an de 32%. Donc, dans cette NRM, on avait une non-prise, un rejet, 4 GVH sur ces 29 patients, multi-organ failure et des infections virales. Des infections au sens large. Donc les taux de GVH sont là aussi un petit peu pose problème. L'incidence cumulée de GVH aigu à 100 jours est de 64%. Pour les GVH aigus de grade 3-4, elle est de 25%, c'est quand même beaucoup. Et en termes de GVH chronique, l'incidence cumulé global est de 32%, avec 21% de GVH chronique limité à 1 an et 10% de GVH extensive. Donc, en conclusion sur l'étude de FIBRE-APLO, on a de bons résultats en termes d'allogreffe haploïdentique avec la plateforme TTF, donc thiotépa, thiosulfonfludarabine, et la prophylaxie de la GVH avec l'endoxan post-greffe. Pas de rechute observée sur cette petite série, une NRM qui est quand même relativement élevé à 32% à 1 an. Et il y avait aussi un taux, je ne vous l'ai pas montré là, un taux élevé d'infection et un taux de GVH élevé qui nécessite qu'on se penche plus activement, en particulier sur la poursuite du Ruxo jusqu'à quand, puisque on commence à le poursuivre après l'allogreffe. Deuxième étude, c'est une étude là aussi prospective de phase 3 qui évalue l'intérêt d'un traitement par transplantation de microbiote fécal en traitement de la GVH aiguë corticorésistante et ruxorésistante, donc en 3e ligne après la cortisone et le ruxolitinib. Donc le produit utilisé s'appelle MAT013. C'est du microbiote fécal de haute diversité. On utilise dans cette étude, elle se fait par voie rectale, AJ5, AJ10, AJ1, J5 et J10. Les patients qui étaient inclus dans cette étude étaient des patients majeurs avec donc une GVH aiguë corticorésistante et ruxorésistante qui présentent des symptômes digestifs. L'objectif, alors donc, on donnait cette TMF à J1, J5 et J10, comme on le voit, et l'objectif était donc le taux de réponse au niveau gastro-intestinal ainsi que le taux de réponse global de la GVH aiguë à J28. J'ai fait une erreur, c'est J28. Et les endpoints secondaires sont notés. C'est donc le taux de réponse également gastro-intestinal global à J56, donc à 2 mois et à 3 mois, ainsi que la durée de réponse si elle se maintient et la survie globale. Les résultats. Donc les patients qui ont été inclus, la médiane d'âge 55 ans, donc 100% des patients ont reçu du ruxolitinib et la plupart avaient reçu également, ils avaient tous reçu de la cortisone, mais c'était soit une corticorésistance, soit une corticodépendance. Il n'y a pas dans cette étude d'intolérance au ruxolitinib, ils ont été exclus dans l'étude, dans les résultats. Comme vous le voyez, en majorité des grades 3 et des grades 4 dans nos critères, des GVH aigus corticorésistants grade 3, grade 4, avec un phénotype le plus souvent classique de cette GVH aiguë. Il y avait quand même 6% de GVH post-DLI, c'est ce qu'on observe parfois également chez nous, et 77% des patients avaient une GVH digestive corticorésistante, ruxorésistante, digestive uniquement, avec 17% qui étaient associés avec une GVH cutanée. Voilà, la plupart les patients avaient reçu à 100% une dose, évidemment, mais on observe que 80% des patients ont reçu les 3 doses. Quelquefois, on en a fait une 4e dans 12% des cas quand il existait un flair après la 3e dose. Et le temps médian de rétention de la TMF était de 2 heures après, puisqu'on se pose souvent cette question, après avoir fait cette injection intrarectale. Donc, le taux de réponse à J28, le taux de réponse global est intéressant sur le plan digestif à 62% et le taux de réponse global 64%, avec un taux de réponse complète de l'ordre de 36 à 38% chez ces patients.
Donc, l'endpoint primaire est atteint, puisqu'on observe une overall response de plus de 22% par rapport au contrôle historique de ces patients cortico-réfractaires et ruxo-réfractaires. Donc, on était satisfait de l'endpoint primaire. La durée de réponse, comme vous le voyez sur cette diapositive, donc, se maintient à J28, on observe plus de 60% d'overall response, et donc se maintient à 3 mois, puisqu'on observe encore 44% de overall response à 3 mois. Tout cela se traduit en probabilité de survie intéressante chez nos patients qui ont ces GVH aigus, puisque la probabilité de survie à 1 an est de 54% et pour les répondeurs, elle est même de 67% versus 40% pour les non-répondeurs à J28. Donc, cette étude montre que la transplantation de microbiote fécal avec MAT013 est un traitement de 3e ligne. Ils vont probablement avoir l'AMM suite à cette étude pour les GVH aigus cortico-résistantes, ruxo-résistantes avec atteinte gastro-intestinale. C'est une réponse profonde et durable avec une amélioration de la survie globale. Et globalement, une bonne réponse. Oui, dans les effets indésirables, la safety montrait donc chez les patients chez ces patients, on a retrouvé 34 effets secondaires liés au traitement qui étaient en particulier soit d'ordre digestif, de type constipation, douleurs abdominales et également des complications infectieuses. Il y en avait 7 qui avaient des complications sérieuses liées au traitement sur ces 66 patients traités. La suivante, c'est des propositions d'abstract, puisque je vais m'arrêter là pour les descriptions des coups de cœur. C'est l'étude Equator qui a été présentée à l'oral par John Corrett du Dana-Farber. C'est l'abstract 274. C'est une étude de phase 3, l'étude Equator. Elle nous avait été proposée également ici, en double aveugle, qui randomise l'itolizumab, qui est un inhibiteur du récepteur CD6 des lymphocytes, associé donc à la corticothérapie, donc l'itolizumab en première ligne de traitement de la GVH aiguë, en particulier digestive. Donc les premiers résultats qui montrent un bénéfice significatif de l'association itolizumab plus corticothérapie en première ligne. On espère qu'on aura accès à ce traitement, mais vous savez que c'est très difficile puisque même l'axatilimab qui avait démontré en phase 3 également en première ligne de traitement de GVH chronique n'aura pas l'autorisation de mise sur le marché en Europe. Donc voilà, une étude intéressante de traitement de la GVH aiguë en première ligne. La deuxième étude dont je vous cite juste le titre, c'est l'étude qui a été présentée par Alexandra Gomez-Arteaga de l'Université Cornell pour le CIBMTR et qui montre, c'est une étude rétrospective mais quand même très large, qui montre l'outcomes des post-allogreffe pour les LAM avec une altération de TP53. Je vous ai juste mis la courbe de LFS en fonction du statut de TP53. En fait, cette étude rétrospective combinait plus de 3000 patients, 2000 qui n'étaient pas mutés TP53 du tout, ni mutés ni délétés, et les autres. Et comme vous le voyez, en fait, tous les patients qui sont soit mutés, enfin, qui présentent une altération, ont une probabilité de survie à 5 ans de 15%, versus ceux qui avaient une probabilité de LFS à 5 ans de l'ordre de 40% dans l'accord pour laquelle il y avait la comparaison. Donc ces études sont intéressantes à regarder, mais je ne vous les présente pas ce soir. Des questions, Marine? Dans l'étude ARES, tu montrais la réponse tous organes. Ça veut dire qu'il y a eu des réponses, par exemple, de GVH hépatique qui étaient concomitantes de GVH digestif? Oui, comme tu vois, il y en avait très peu qui présentaient une atteinte hépatique, mais oui, effectivement. Et donc les réponses étaient au niveau de la peau, au niveau et au niveau du foie, on a observé des réponses dans l'étude ARES en tout cas. Et qui se maintient.
merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole au docteur Bory qui va nous présenter ses coups de cœur Carticel. Et sans dire le topo, tu ne vas pas parler des cars TSL. Merci Loïc. Excellent mot d'introduction. C'est ça, c'est exactement ça. Merci d'être resté pour cette night session sur nos coups de cœur de l'ASH. J'ai sélectionné 3 abstracts, 3 cars innovants. Un car in vivo qui a eu les honneurs de la session late breaking abstract pour des patients avec des myélomes rechutes ou réfractaires. L'étude DALI2 qui a testé un car CD19, CD20, étude à laquelle on a participé pour des populations de lymphome B diffus à grande cellule en rechute ou réfractaire non éligible à l'autogreffe. Et enfin l'étude SANTI 202 qui teste un car NK allogénique pour des LAM en rechute ou réfractaire. Donc on commence avec le car in vivo présenté en late breaking. C'est une étude qui a été menée en Australie avec un car anti-BCMA. Alors pour vous brosser un peu le panorama des cars in vivo, il y a 2 grandes familles de cars in vivo, des cars qui vont être vectorisés par des vecteurs viraux dans des particules virales génétiquement modifiées pour cibler le CD3. C'est le cas de ce car-ci. Il y a une autre catégorie de cars in vivo, ce sont des cars qui sont médiés par des particules lipidiques, des nanoparticules lipidiques, avec des cars majoritairement ARN messager. Donc cette autre famille, elle est aussi en plein développement. Dans le cas de cette étude sur KLN1010, donc un car vectorisé par un vecteur viral avec un car BCMA fully human. Les premiers résultats qui ont été présentés concernent très peu de patients, c'est 4 patients, mais les données sont intéressantes parce qu'on montre que sans lymphodéplétion, on arrive à obtenir une expansion des CAR-T qui est décrite comme similaire aux CAR commerciaux, et surtout avec des profils de subsets de lymphocytes T plutôt favorables, des populations naïves et des populations early memory, et très peu de CAR effecteurs. Donc, a priori, un process de fabrication et l'absence de lymphodéplétion qui favorise l'expansion de populations très favorables. Les réponses cliniques sur les 4 premiers patients traités, tous obtiennent une RC, VGPR ou RP, aucun échec, et tous se mettent en maladie résiduelle non détectable. Donc ça, c'est très favorable, avec un profil de safety qui, lui, est exceptionnel, puisqu'on n'a aucun CRS de grade 3 ou plus et aucun ICANS de grade 3 ou plus. Donc, on est impatient de pouvoir tester ce type d'approche. Un petit warning cependant, ils décrivent des populations de macrophages, donc c'est des 3 neg, dans lesquels le transcrit a pu s'insérer. Donc, il va falloir bien entendu évaluer ces résultats sur la durée. Les big pharma se sont bien sûr emparés de cette classe thérapeutique et on dénombre pas moins de 5 big pharma qui ont racheté des biotech. Et donc, on va avoir du développement de CAR CD19, de CAR CD20 in vivo, de CAR BCMA, mais aussi de CAR anti-GPC3 dans les hépatocarcinomes. Donc, il y a un vrai développement pour les CAR in vivo qui se lance en 2026. Le deuxième abstract que j'ai sélectionné sur DALI2, donc c'est une étude à laquelle on avait participé, qui teste ce car innovant, CD19, CD20, avec un domaine de co-stimulation 4.1bb. Sa particularité, c'est d'être manufacturé sur une plateforme qui s'appelle Prodigy, développée par Miltenyi, qui est une plateforme fully automatisée avec un car non cryopréservé. Donc les cellules sont fraîches à l'entrée, fraîches à la sortie. Il n'y a pas de congélation des cellules et une durée de manufacturing qui est assez courte, de 12 jours, avec un temps de veine à veine de 13 à 15 jours. Le design de l'étude est là, donc population LBDGC, en rechute ou réfractaire dans les 24 mois après le début de la première ligne, population non éligible pour une autogreffe avec un ECOG performance statut inférieur ou égal à 2. Le schéma de l'étude, donc le bras Xanthocell, donc les patients, après la randomisation, faisaient la lecaphérèse et étaient réinjectés dans les jours qui suivaient. Le bras comparateur était RGMOX majoritairement. Le MEA avait demandé au labo de mettre en place un bras POLA-BR, mais 8 patients ont été inclus et les résultats ne sont pas présentés ici. Le critère de jugement principal de l'étude, c'était l'EFS, avec une analyse hiérarchique pour les critères secondaires qui sont listés ici. En termes de population, la population de DALI2, c'est une population très âgée. L'âge médian est à 75 ans. Plus de 80% des patients avaient plus de 70 ans. Population assez altérée, puisque entre 20 et 30% des patients avaient un ECOG performance status A2. Et
plus de 80% des patients étaient des réfractaires ou des rechutes précoces. Vous voyez que le nombre de rechutes tardives entre 18 et 24 mois, c'est assez marginal, c'est 6 et 7%. Donc population âgée, comorbide et fragile. L'étude est positive sur son critère de jugement principal qui est l'EFS, avec un suivi médian de 17 mois. L'EFS est de 6,2 mois dans le bras Xanthocel versus 2,5 mois dans le bras Ergemox. Et donc le critère de jugement secondaire sur la réponse est aussi positif, puisque dans la population en ITT, en intention de traitement, on a 72% de réponse globale dans le bras Xanthocel versus 45% dans le bras Ergemox. Et dans la population ITT modifiée, c'est-à-dire les patients qui avaient au moins une évaluation post-traitement, on est à 81% de réponse globale, incluant 60% de RC, contre 48% de réponse globale, incluant 15% de RC. Et l'étude est également positive sur la PFS. On a pu tester ce CAR-T avec 7 patients inclus dans l'étude, mais uniquement 2 randomisés dans le bras CAR-T. Et on a pu voir que le profil de safety était favorable, ce que l'étude nous montre là, puisqu'il n'y a que 5,3% de CRS de grade 3 ou plus et 1,3% d'ICANS de grade 3 ou plus. Donc un profil très favorable qui peut correspondre à la population de l'étude de patients âgés et fragiles. Et pour terminer sur cette étude, si on fait des CAR double cible, c'est pour essayer de prévenir un des motifs principaux de rechute qui est l'antigène escape. Donc c'est toujours intéressant d'aller documenter les rechutes et de faire l'immunostaging du CD19 et du CD20. Et l'étude montre qu'aucun patient n'a perdu à la fois les 2 cibles. Donc ça montre finalement que ce type d'approche a son intérêt et l'industrie ne s'y trompe pas, puisque Kite Gilead développe un CAR bicistronique CD19, CD20 qui devrait rentrer en phase 3 en 2026, et Janssen développe également un autre CAR double cible CD19, CD20 qui va aussi rentrer en phase 3. Donc cette approche du double ciblage CD19, CD20 devrait probablement rentrer dans les pratiques dans les années qui viennent. Le dernier abstract que j'ai sélectionné, c'est pour une population sur laquelle, pour l'instant, l'immunothérapie au sens large et les CAR-T en particulier n'a pas trouvé sa place, la population des LAM. Le développement des CAR dans les LAM, c'est compliqué puisqu'il y a une hétérogénéité clonale importante et donc le problème de l'identification d'une cible, et puis une redondance entre les cibles exprimées par les cellules leucémiques et par le tissu hématopoïétique myéloïde normal. Donc, cette étude SANTI 202 par une biotech californienne, elle est intéressante parce que c'est un CAR assez intelligent, un CAR allogénique NK avec une construction de type logic gating, c'est-à-dire que le CAR s'active s'il rencontre le CD33 ou FLT3. Par contre, il est inactivé s'il rencontre une endomucine exprimée par les cellules du tissu myéloïde normal. Et vous savez sûrement que les cellules NK en général ont besoin d'être soutenues par des interleukines pour persister. Donc il y a un système de sécrétion en quelque sorte autocrine d'IL-15 pour activer le CAR-T. Donc c'est un CAR allogénique fabriqué à partir de cellules de donneurs sains et qui est disponible sur l'étagère. Donc facilité d'usage. C'est une étude de phase 1 en escalade de doses avec 2 paliers de doses et 2 schémas d'administration. Donc quelque chose d'assez classique pour ce type d'études. Et alors les résultats, ils avaient été communiqués à la ACR en avril sur les 7 premiers patients inclus, dont 3 à la dose recommandée pour la phase 2. Et ces résultats, ils étaient hyper alléchants, puisque sur les 7 patients inclus, on avait 70% de réponse globale, et les 4 patients qui obtenaient une réponse RC ou RCI étaient en MRD négative. Là, on a eu l'actualisation sur 20 patients traités, dont 14 à la RP2D. Donc, c'est une population très défavorable, 65% de cytogénétique défavorable, 65% de patients primo-réfractaires. Tous étaient exposés à la chimiothérapie intensive et 85% avaient été exposés à du ven, et on avait 35% de rechute post-allogreffe. Et sur cette population-là, on a des résultats qui sont un peu moins bons que ce qui avait été communiqué à l'ACR, mais néanmoins 50% de réponse globale, 39% de RC-RCH, incluant 28% de RC, qui sont tous MRD neg. On a 2 répondeurs qui sont à plus d'1 an du traitement, mais les 2 avaient été allogreffés, donc c'est à suivre. Mais je trouve que dans le panorama des CAR dans les LAM, c'est un produit qui se démarque par son profil. Donc voilà, mes messages, c'est
Aujourd'hui, en 2026, les CAR-T de deuxième génération restent nos traitements de référence, mais on voit arriver des résultats cliniques pour des CAR in vivo, pour des CAR double cible. Il y a eu une actualisation d'Anitocel, un CAR avec un site de reconnaissance antigénique et synthétique, et dont on a l'expérience avec Imagine 3 pour des patients avec des myélomes dès la deuxième ligne, un CAR très intéressant, CAR allogénique, CAR NCAR. Donc très clairement, le panorama des immunothérapies par CAR va évoluer dans les années qui viennent avec une modification des parcours qu'il faudra mettre en regard parce qu'on va avoir une multitude de CAR et une multitude de parcours possibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Pierre d'avoir clôturé cette session. Était une question de la salle là? Oui, Marine? On ne fait pas de TMF dans les CAR? Non. Ah, ça a été étudié, je crois. Le microbiote, ça marche mieux quand il est équilibré. Ouais, c'est pour ça qu'il faut éviter la taso. Pour les CAR in vivo, Ouais. est-ce qu'ils ont regardé si la cellule tumorale pouvait aussi être infectée par le CAR? Parce qu'il y avait eu ce cas de rechute, puisque la cellule tumorale avait été infectée et auto-caché sa cible par le CAR-T. Ça, ils ne l'ont pas décrit sur KLN 1010. Ça n'a pas été décrit là. Mais c'est quelque chose qu'il faudra regarder, évidemment. Ok, merci. D'autres questions? Il va y avoir des CAR in vivo académiques, non? Tu n'as pas entendu parler? À Curie, peut-être, ouais. C'est possible qu'ils aient cette idée-là. Ouais. Ce qui serait bien. Ouais. Ouais. C'est pas vraiment académique, non? Non. Merci. Bah, ça y est, c'est clôturé. Hein. 5 minutes avant le temps. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et de nous avoir fait revivre l'ASH 2025. Donc, vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci.